On est à 3 mois de l'été et beaucoup se posent la question, est-ce que c'est possible de sécher tout en construisant de la masse musculaire? Je parle bien évidemment d'une recomposition corporelle. Est-ce que c'est possible tout simplement de perdre du gras et d'avoir un physique plus harmonieux, plus athlétique avant cet été? La réponse est oui, mais seulement si tu t'y prends correctement, bien évidemment. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ange-Marie, je suis coach en ligne depuis maintenant 1 an. J'ai aidé une 50aine de femmes à progresser physiquement, à perdre du gras, à prendre du muscle et à sortir de leur stagnation. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'organiserai les 3 prochains mois si mon objectif était d'arriver plus sèche cet été tout en ayant un physique plus construit. Et je vais te montrer également à chaque étape du processus les erreurs les plus fréquentes qui peuvent être faites et qui t'empêchent justement d'avoir des résultats. Première partie de cette vidéo, ça va être tout simplement de clarifier ton objectif. C'est hyper important que tu puisses comprendre et conscientiser ce que tu cherches à faire et tout simplement ce que tu cherches à atteindre d'un point de vue physique. L'objectif, c'est tout simplement, comme je te l'ai expliqué au départ, c'est de faire une recomposition corporelle, donc de perdre du gras tout en construisant de la masse musculaire. C'est la stratégie la plus intelligente et la plus simple si ton objectif aujourd'hui, c'est d'arriver un peu plus sèche cet été tout en ayant un physique un peu plus athlétique, un peu plus dessiné. Bien évidemment, à condition d'avoir une approche qui est structurée. Je vais te donner les 3 grands piliers à respecter si tu veux tout simplement avoir des résultats grâce à une recomposition corporelle avant cet été. Le premier pilier est bien évidemment pas des moindres et le plus important selon moi, et je pense que tu t'en doutes, c'est la nutrition. Si ton objectif pour cet été est de perdre du gras tout en construisant un petit peu de masse musculaire pour encore une fois avoir un physique plus dessiné, plus athlétique, alors tu dois être en déficit calorique, mais par n'importe quel déficit calorique, il faut que ton déficit calorique soit progressif et soit modéré. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, si tu souhaites perdre du gras, si tu souhaites sécher, il y a un principe clé à respecter. Tu ne peux pas aller à l'encontre de ce principe parce qu'il s'agit d'un principe de thermogénèse, de physiologie. En fait, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce principe. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perdras pas du gras. Et la première erreur que je retrouve très souvent dans ce genre de cas, dans ce genre de contexte, quand on veut sécher avant cet été, quand on veut perdre du gras tout simplement assez rapidement, si je peux dire ça comme ça, parce que 3 mois, ça reste quand même assez court. Et quand on veut perdre du gras sur une courte période, généralement, la plus grande erreur que les personnes font, c'est de tomber dans des régimes extrêmes, à couper les glucides, couper leur vie sociale, etc. Et ce n'est pas du tout la bonne stratégie. C'est pour ça que je te parle du coup d'un déficit modéré progressif. Et ce n'est même pas que pour ça, c'est aussi bien évidemment pour ta recomposition corporelle, parce que si tu souhaites garder et construire un peu de muscle à côté, tu dois tout simplement avoir un déficit calorique modéré et pas agressif. Parce que si tu coupes trop drastiquement tes calories et trop drastiquement tes apports tout simplement, tu auras très peu d'énergie pour persévérer et performer dans tes entraînements, tu auras une récupération qui va diminuer, qui sera mauvaise et ton corps aura beaucoup plus de mal à récupérer et tout simplement du coup à progresser, à construire de la masse musculaire. Donc la stratégie à mettre en place, elle est très simple, comme je te disais, c'est d'appliquer un déficit calorique assez progressif, assez modéré par rapport à ta maintenance calorique. Pour t'expliquer et essayer de rester la plus simple possible et la plus compréhensible possible, en fait, tu as 3 situations possibles par rapport à ton physique, par rapport à ton poids. Tu as la maintenance calorique, tu as le surplus calorique et tu as le déficit calorique. Et la maintenance calorique, c'est tout simplement le nombre de calories totales qui vont te permettre en fait de maintenir ton poids sans du coup qu'il augmente et sans du coup qu'il baisse. Donc en fait, c'est tout simplement les calories que tu vas manger pour maintenir ta forme, maintenir ton poids, etc. Le surplus calorique, c'est tout simplement quand tu vas prendre du poids, quand tu vas chercher à prendre du poids ou que tu vas pas forcément chercher à prendre du poids, peut-être que tu es en surplus calorique et tu ne cherches pas forcément à prendre du poids, tu as des calories qui sont supérieures à ta maintenance calorique. Et le déficit calorique, du coup, c'est tout simplement des calories inférieures à ta maintenance calorique et c'est ce qui va te permettre tout simplement de faire baisser ton poids de corps. Donc, en fait, pour mettre en place un déficit calorique, si tu me suis jusque-là, il faut que tu connaisses ta maintenance calorique. Parce que du coup, c'est sur ta maintenance calorique que tu vas pouvoir appliquer un déficit modéré progressif. Et on parle généralement, quand je dis un déficit calorique modéré progressif, c'est entre 250 et 350 calories à peu près de ta maintenance calorique. Donc en fait, il faudra que tu baisses tes calories de 250 à 350 calories par rapport à ta maintenance calorique. Maintenant, tu dois te poser bien évidemment une question.
comment faire pour trouver ta maintenance calorique. Il y a deux façons très simples de l'estimer. La première, c'est tout simplement d'utiliser un calculateur en ligne. Moi, personnellement, je trouve ça très peu fiable, mais ça peut te donner un point de départ. Tu vas tout simplement rentrer tes données personnelles, ton poids, ton sexe, ta taille, ton âge, etc. Et aussi, tu vas donner des détails sur ta dépense au quotidien, ton activité sportive. Mais justement, c'est là où je trouve que des fois, ça sous-estime ou ça surestime au niveau de ta dépense et du coup, tu n'as pas forcément un nombre de calories qui est très juste. Mais comme je te disais, ça peut quand même te donner un point de départ, donc c'est bien aussi à prendre. La deuxième façon d'estimer ta maintenance calorique et qui est peut-être un peu plus fiable, c'est tout simplement de traquer ce que tu manges pendant 2 semaines sans forcément changer quoi que ce soit dans ton alimentation. Tu vas tout simplement traquer au quotidien via une application de tracking. Moi personnellement, j'utilise Macro. Tu vas pouvoir tout simplement traquer ce que tu manges au quotidien, donc tous tes repas, toutes les boissons, etc. Sauf bien évidemment l'eau, mais si par exemple tu bois du coca sucré ou tu bois voilà, des boissons sucrées, tu pourras aussi les traquer via cette application et ça va te permettre tout simplement déjà d'analyser un petit peu tes apports, donc voir où tu en es au niveau de ton nombre de calories total. Et du coup, pendant 2 semaines, tu vas traquer ton alimentation, ce que tu manges au quotidien et en même temps, tu vas te peser. Et en fait, du coup, tu vas te peser tous les jours pour récupérer une moyenne sur la semaine. Et attention, c'est très important de parler en moyenne de poids et pas d'un poids d'un jour à un autre parce que ton poids, il fluctue énormément en fonction de beaucoup de choses, surtout si tu es une femme. Donc, ça va être très important de récupérer ton poids le plus régulièrement possible pour récupérer une moyenne sur 7 jours et du coup de comparer en fait tout simplement les moyennes de la semaine 1 et de la semaine 2 où tu as du coup traqué toute ton alimentation. Et en fait ce que tu vas faire c'est tout simplement voir si ton poids est à la baisse sur ces 2 semaines. Ça veut dire que tu es déjà sur un déficit calorique. Si ton poids se maintient, ça veut dire que du coup tu es en maintenance calorique et auquel cas du coup tu vas pouvoir récupérer ton nombre de calories que tu as traqué pendant 2 semaines et faire une moyenne et du coup ça te permettra d'avoir une moyenne sur ta maintenance calorique et si ton poids par exemple il augmente sur les 2 semaines, ça veut dire du coup que tu es en surplus calorique. Donc là ce qu'on cherche à faire c'est tout simplement de trouver ta maintenance. Si tu es dans le cas où ton poids il se maintient, du coup c'est parfait, tu es en maintenance calorique donc tu vas pouvoir appliquer une baisse de 250 à 350 cal sur cette maintenance calorique là et si ton poids est déjà à la baisse, dans ce cas là tu n'as rien à changer et tu peux juste, en fait tu n'as rien à changer. Ça je te l'expliquerai un petit peu plus tard, mais bien évidemment il y a des choses aussi à intégrer dans ton quotidien, dans l'alimentation pour que ce soit optimal aussi pour ta composition corporelle. Mais du coup, si ton poids est à la baisse, ça veut dire qu'au niveau de tes calories, dans tous les cas, tu es sur une moyenne de déficit calorique. Donc, du coup, tu peux continuer sur ce total-là calorique. Si par contre, évidemment, ton poids est à la hausse, ça veut dire qu'il faudra que tu baisses davantage tes calories. Donc, pas forcément que 250 à 350 cal, mais un peu plus justement parce que si ton poids il augmente, ça veut dire que tu es en surplus calorique. Donc, une fois que tu as trouvé ta maintenance calorique, ce qui va être très important, c'est tes protéines. En fait, les protéines, elles vont jouer tout simplement un rôle essentiel dans la préservation et la construction de ta masse musculaire. Il faut que tu aies un apport en protéines assez élevé, assez conséquent, justement pour garder une bonne composition corporelle et construire un petit peu de masse musculaire à côté. Si tu n'as pas de protéines, tu ne pourras pas construire de masse musculaire et même tu pourras peut-être pas forcément la préserver. Donc une bonne référence pour ton apport en protéines, c'est être entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Ça va dépendre de tes entraînements. Si tu as par exemple 5 entraînements par semaine, je te conseille plus d'être sur la fourchette haute. Si par exemple tu as 2 ou 3 entraînements dans la semaine, je te conseille plutôt d'être sur la fourchette basse. Mais dans tous les cas, essaye d'être entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps. C'est très simple. En fait, ça veut dire que si par exemple tu pèses 50 kilos et que tu te mets à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, il faudra que tu manges du coup 100 grammes de protéines par jour. Donc ça c'est vraiment un point essentiel avec le déficit calorique progressif modéré, ce sont les protéines. Il faut que tu aies un apport suffisant en protéines. Ensuite du coup tu vas avoir tout simplement les glucides et les lipides. Donc pour t'expliquer juste globalement pour que tu puisses comprendre, tu as les 3 grands macronutriments que sont les glucides, les protéines et les lipides. Et en fait ces 3 macronutriments ils vont tout simplement composer ton alimentation, composer tes calories et du coup en fait c'est ce qui va te donner au total du coup ton nombre de grammes de glucides, de protéines et de lipides sur la journée, c'est ce qui va donner ton apport calorique total. Et donc du coup tu vas pouvoir déjà premièrement fixer ton apport un apport en protéines suffisant et ensuite tu vas avoir du coup les glucides et les lipides. Les glucides et les lipides c'est un petit peu moins important même si ça reste bien évidemment essentiel, mais leur répartition elle va dépendre surtout de ton adhésion, c'est-à-dire que en fait elle va vraiment dépendre de ce que tu fais, ce que tu aimes
manger au quotidien, de ton alimentation de manière générale. Pour t'expliquer du coup globalement, les glucides ça va tout simplement être les céréales, donc type flocons d'avoine, son d'avoine, etc. Ça va être le riz, les pâtes, le pain. Les lipides ça va tout simplement être les matières grasses, donc toutes sortes d'huiles, l'avocat, le saumon aussi c'est très riche en lipides. Tu vas avoir aussi tout ce qui est oléagineux, donc tout ce qui est noix du Brésil, noix de cajou, cacahuètes, amandes, etc. Et du coup tu as les protéines, donc tout ce qui est œufs, viande, poulet, viande rouge, viande blanche, poisson, et tu as également bien évidemment des protéines dans des sources végétales. Donc du coup comme je te disais, la répartition de tes macronutriments, donc les protéines c'est le plus important, et ensuite les glucides et les lipides. À toi de voir du coup comment tu adhères au quotidien, si par exemple tu as besoin d'un apport un peu plus haut en glucides ou si tu préfères avoir un apport un peu plus haut en lipides, peu importe. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu te dises également, c'est que les glucides ça reste quand même la principale source d'énergie que tu vas donner à ton corps, donc dans un déficit calorique ça reste quand même assez important, même si bien évidemment je ne néglige absolument pas les lipides c'est aussi important, mais les glucides c'est ce qui va te donner le plus d'énergie. Par exemple le fait que tu aies un apport assez élevé en glucides autour de ton entraînement, donc par exemple avant et après ton entraînement, ça peut être bénéfique surtout à la fin de ton déficit pour garder un maximum d'énergie et privilégier ta récupération. Et du coup ce qui va également importer pour ton objectif de recomposition corporelle, c'est bien évidemment la qualité de ton alimentation. Plus tu auras une alimentation qualitative, donc composée d'aliments riches en nutriments, riches en fibres, plus ça se répercutera sur ton énergie au quotidien, mais aussi sur ta composition corporelle. Donc il faut que tu aies une alimentation qui te corresponde, mais qui réponde aussi à tes objectifs et à ta santé également. Ça ne veut absolument pas dire bannir les aliments transformés ou quoi que ce soit. Il faut essayer simplement de les limiter et d'avoir juste une alimentation qui est qualitative au quotidien et qui va tout simplement te permettre de tenir sur la durée. Encore une fois, que ce soit en termes d'adhésion, donc d'appréciation de ta diète, de plaisir que tu as dans ta diète, que ce soit au niveau de tes objectifs, donc de ta recomposition corporelle, ou que ce soit encore une fois par rapport à ton entraînement, par rapport à tes performances, ton énergie au quotidien, etc. On arrive sur la deuxième étape de cette recomposition corporelle et le deuxième pilier le plus important, c'est bien évidemment l'entraînement. Et là, il y a une erreur que je retrouve très fréquemment lorsque des personnes souhaitent faire une sèche, c'est tout simplement de changer leur entraînement, de se diriger vers du cardio à outrance, d'utiliser des charges qui sont très légères et faire un nombre de répétitions très élevé, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut si ton objectif c'est de construire de la masse musculaire, d'avoir un physique plus dessiné et de sécher tout simplement. Parce qu'en fait il y a une base très simple à connaître, c'est que le muscle il va répondre si encore une fois ton objectif c'est de construire ta masse musculaire. Ce principe là, cette base, c'est la tension mécanique, c'est-à-dire que ton muscle il va réagir à la tension mécanique que tu vas lui imposer, et donc cette tension mécanique elle va passer par plusieurs choses, par plusieurs facteurs. Ça va être ton intensité, ton exécution, ton volume d'entraînement, mais je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la tension mécanique, encore une fois, c'est la force exercée sur ton muscle. Donc en fait, plus tu vas avoir de tension mécanique sur ton muscle, et plus il va chercher à s'adapter et du coup tout simplement se construire. Il faut donc que tu stimules ta masse musculaire de la manière la plus intelligente possible. Tu ne dois pas changer ton entraînement. Ton entraînement, il doit rester le même par rapport à ton objectif. En fait, si ton objectif, par exemple, c'est de développer tes fessiers, développer ton dos ou développer tes épaules, je dis n'importe quoi, tu dois avoir un entraînement qui est ciblé par rapport à cet objectif-là. Si, par exemple, ton objectif, c'est de développer tes fessiers et ton dos, dans ce cas-là, tu auras peut-être, je dis bien peut-être parce que ça dépend de chaque personne, tu auras peut-être 2 séances fessiers dans la semaine, 2 séances dos où tu auras des exercices et un volume d'entraînement qui vont te permettre tout simplement de développer cette partie-là de ton physique. Mais encore une fois, je vais pas rentrer dans le détail de ça dans cette vidéo parce que c'est pas l'objectif. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton entraînement, s'il est déjà pensé par rapport à ton objectif, il ne doit pas changer et tu ne dois pas baisser tes charges ou te rediriger vers du cardio. Au contraire, la première chose, c'est de garder tes exercices qui répondent du coup à ton objectif par rapport à ta masse musculaire, par rapport au groupe musculaire que tu veux développer ou tu as envie de te dessiner un peu plus. Tu dois continuer de progresser sur ces exercices, que ce soit en termes d'exécution, que ce soit en termes de répétition, que ce soit en termes de charge. Cette progression-là, elle est très importante et elle est corrélée aussi à la deuxième chose que je voudrais te dire, c'est tout simplement l'intensité que tu vas mettre dans tes entraînements. C'est-à-dire que la tension mécanique, elle va aussi dépendre de cette intensité-là, parce que plus tu as d'intensité
d'intensité. Donc quand je parle d'intensité, je parle de proximité à l'échec musculaire. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur justement la proximité à l'échec musculaire. Je mets le lien du coup en description de cette vidéo, comme ça tu pourras également aller la voir. Pour tes entraînements, il faut que tu sois assez proche de l'échec musculaire pour tout simplement stimuler ton muscle correctement et mettre assez de tension mécanique sur ton muscle pour qu'il puisse tout simplement se préserver, voire se construire. Et donc tu vas pouvoir progresser en augmentant ton nombre de répétitions, tu vas pouvoir progresser en augmentant légèrement ta charge. Après, attention, augmenter ses charges, je vais plutôt le placer en dernier parce que en fait, augmenter ses charges, c'est bien, mais ça doit être fait intelligemment. C'est-à-dire que si tu augmentes tes charges mais ta technique, elle se dégrade, c'est que tu n'augmentes pas tes charges de la bonne manière. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça aussi, c'est pas le sujet de la vidéo, et peut-être que du coup, je ferai une vidéo là-dessus parce que ça peut être intéressant. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus. Mais le principe de surcharge progressive, il est très mal compris aujourd'hui. On pense très souvent qu'en fait, il faut absolument augmenter ses charges chaque semaine, chercher à progresser chaque semaine. Je dis pas que c'est pas le cas, il faut chercher à progresser. La plupart du temps, la majorité des personnes le font très mal. Le fait très mal parce qu'en fait ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la surcharge progressive, c'est une conséquence de l'adaptation de ton muscle. C'est-à-dire que ton muscle, en fait, à mesure où il grossit, à mesure où il prend donc il gagne en force, c'est à mesure où il va pouvoir tout simplement encaisser une charge plus élevée. Mais du coup, si tu forces en fait la surcharge progressive, si tu forces tout le temps à augmenter tes charges alors que ton muscle il s'est pas adapté, en fait tu vas te retrouver à un moment donné à devoir rebaisser tes charges, retravailler ta technique, et du coup tu vas stagner. Donc c'est hyper important aussi de comprendre ça, c'est que du coup pour progresser à l'entraînement, il faut que tu puisses déjà exécuter les mouvements correctement et que tu cherches à progresser de manière très progressive, et il faut que tu intègres ce principe-là de surcharge progressive comme une conséquence de ta prise de muscle. Et en fait, ça revient au point de base que je disais, c'est la tension mécanique. Ce qui compte, ce n'est pas augmenter ses charges toutes les semaines, c'est la force qui est exercée sur ton muscle. Et du coup, cette force, elle va passer, comme je te disais, par ton volume d'entraînement, par ton exécution, mais aussi fortement par ton intensité à la salle. Donc à mesure où tu te rapprocheras de l'échec musculaire, à mesure où tu mettras de la tension, donc de la force sur ton muscle, et du coup à mesure où il va s'adapter, et c'est là que tu vas pouvoir surcharger progressivement. Donc tu me diras si tu veux une vidéo sur ce sujet-là. Je pourrais en faire une pour t'expliquer un petit peu plus en détail ce principe-là de surcharge progressive. On arrive du coup à l'étape 3 et au troisième pilier le plus important du coup pour ta recomposition corporelle, c'est l'activité que tu as au quotidien. Là aussi, il y a une erreur que je retrouve énormément, c'est que les personnes surestiment leur activité au quotidien, parce que généralement elles passent peut-être 1 heure à la salle 3, 4, 5 fois dans la semaine, et du coup elles pensent qu'en fait passer 1 heure voire un peu plus de temps à la salle, ça fait qu'elles sont du coup très actives au quotidien, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, ton activité au quotidien, elle va dépendre beaucoup du travail que tu fais, parce que aujourd'hui, si par exemple tu as un travail par exemple de bureau, en fait tu n'es pas active au quotidien, tu es sédentaire, parce que si tu restes assis devant un ordinateur toute la journée, que tu as très peu de moments où tu bouges, où tu marches, en fait tu es sédentaire même si tu vas à la salle 2, 3, 4, 5 fois dans la semaine. Et il y a des personnes qui au contraire sont très actives parce que leur travail leur permet d'être très actives. Par exemple, les personnes qui travaillent sur les chantiers. Les personnes qui travaillent sur les chantiers, elles bougent tout le temps, elles vont avoir du coup beaucoup de mouvements aussi au quotidien, donc elles vont être beaucoup plus actives. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas sédentaires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup l'activité quotidienne, elle va tout simplement rentrer dans ton déficit calorique. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à mesure où tu crées de la dépense énergétique, à mesure où du coup, en fait, tu vas dépenser, brûler des calories, et du coup, ça te permettra tout simplement de te retrouver aussi plus facilement en déficit calorique. J'ai placé la nutrition en pilier numéro 1 parce que c'est ce qui compte le plus, mais le déficit calorique peut aussi se faire à travers la dépense, et c'est même très important justement d'avoir une dépense au quotidien. Et donc le moyen le plus simple généralement, c'est tout simplement la marche. Donc c'est augmenter ton nombre de pas. Si tu as un travail qui est actif ou du moins tu bouges beaucoup dans ton travail, tu n'auras peut-être pas forcément besoin de marcher plus que ça au quotidien, parce que peut-être que tu marcheras déjà assez tout au long de la journée, tu bougeras déjà assez tout au long de la journée. Mais par contre, si tu as un travail qui est très sédentaire, dans ce cas-là, il faut absolument que tu te fixes un nombre de pas journalier ou hebdomadaire. Moi, je conseille plutôt hebdomadaire parce que ça te permet de répartir tes pas comme tu le souhaites du coup dans ta journée.
dans ta semaine. Peut-être qu'il y aura des jours où tu pourras pas forcément accorder du temps à la marche et c'est totalement normal. Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est tout simplement te fixer un nombre de pas sur la semaine et du coup répartir ce nombre de pas sur les différents jours de ta semaine. Par exemple, tu peux très bien tu peux très bien te dire que tu fais 70 000 pas sur la semaine et du coup ça te fait 10 000 pas à peu près par jour, sauf que tu peux très bien faire par exemple un jour où tu fais 12 000 pas et un jour où tu fais 8 000 pas. Par exemple, si le week-end tu as plus de temps pour marcher, tu peux te fixer un nombre de pas un peu plus élevé le week-end et un peu moins élevé du coup la semaine. Donc si ton objectif c'est d'avoir une meilleure composition corporelle et donc de perdre du gras, il faudra du coup que tu augmentes ta dépense énergétique. Donc moi je te conseille de te fixer un nombre de pas entre 8 000 et 12 000 pas, voire un petit peu plus si tu es en capacité de le faire, mais au-delà de 12 000 ça risque peut-être d'être un petit peu fatigant et ça risque aussi d'être contraignant par rapport à la vie que tu as. Ça dépend bien évidemment si tu as une vie familiale, si tu as une vie amoureuse, si tu as une vie amicale, peu importe, tu as une vie sociale, ça va dépendre aussi de ce que tu fais au quotidien, mais en tout cas entre 8 000 et 12 000 pas, ça reste quand même une très bonne fourchette pour augmenter ta dépense au quotidien. Étape 4 et pas des moindres, on va parler du coup du suivi que tu vas avoir pendant ta recomposition corporelle. Parce qu'en fait, la question qui est très importante, c'est tout simplement est-ce que j'avance dans la bonne direction ou pas? Est-ce que je perds réellement du gras? Est-ce que je construis réellement du muscle? Et du coup, pour ça, il y a plusieurs indicateurs qui vont te permettre de savoir si tu es dans la bonne direction et je vais te les énoncer tout de suite. Ce que tu vas pouvoir observer, ça va être tout simplement l'évolution de ton poids dans un premier temps. Mais attention, le poids ne doit pas devenir une obsession et surtout, ça ne doit pas être le seul indicateur que tu regardes et auquel tu te fies. Le poids, ce qu'il faut comprendre, surtout en tant que femme, comme je disais tout à l'heure, il va fluctuer en fonction de beaucoup de choses. Peut-être que tu te seras hydraté un peu moins bien la veille, du coup ton corps il aura fait de la rétention d'eau, peut-être que tu auras mangé un peu plus salé, peut-être que tu auras fait un repas libre, peut-être que du coup tu n'auras pas beaucoup bougé au quotidien. En fait, ça va dépendre de plein de choses et du coup ton poids, il va pas être fiable d'un jour à un autre. C'est pour ça que je t'expliquais qu'il faut récupérer une moyenne sur la semaine parce que avoir une moyenne sur 7 jours, ça sera beaucoup plus fiable que de récupérer par exemple ton poids tous les vendredis ou ton poids 2 fois dans la semaine. Non, il faut absolument du coup si tu veux si tu veux utiliser en tout cas ton poids comme indicateur pour ta recomposition corporelle, pour ta perte de poids, pour ta perte de gras, il faut que du coup tu récupères une moyenne sur la semaine, ce qui va te permettre justement d'analyser les moyennes au fil des semaines et pas d'analyser un poids d'un jour à un autre. Ensuite, la deuxième donnée qui est hyper importante à traquer, justement très peu de personnes traquent cette donnée alors que c'est hyper important, ce sont tes performances à la salle. Si tes performances sont à la hausse, c'est-à-dire que si tu augmentes tes charges de manière progressive, tes répétitions, elles augmentent également sur tes exercices, ça veut dire que du coup tu continues de construire de la masse musculaire. Donc c'est très important aussi que tu notes tes performances à la salle. Le troisième indicateur qui est hyper important, c'est bien évidemment les photos de ton physique et je dirais même que c'est quand même l'indicateur le plus important parce que ton poids il va pas forcément baisser énormément, mais en fait ça veut pas dire que tu ne perds pas du gras. Peut-être que tu perds du gras mais tu construis aussi de la masse musculaire à côté, donc potentiellement ton poids il bouge très peu. Donc en fait le fait d'avoir les photos de ton physique chaque semaine ou une fois toutes les 2 semaines au minimum, ça va te permettre de voir un petit peu du coup l'évolution de ton physique. Et je te conseille par rapport aux photos de ton physique de les prendre dans les mêmes conditions, donc le matin à jeun après passage aux toilettes, également avec une bonne luminosité et vraiment essaye d'avoir le même cadre, le même environnement pour analyser les photos de ton physique, c'est vraiment très important. Et ensuite, il y a également les mensurations, donc tu peux prendre tout simplement tes mensurations une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ça te permettra en fait aussi de voir un petit peu si du coup ton physique il évolue dans le bon sens, parce que si tes mensurations sont à la baisse, ça veut dire du coup que tu perds du gras. Avant de faire une petite conclusion sur cette vidéo, je voudrais également te parler des repas libres parce que j'en ai pas parlé dans la partie nutrition, mais c'est très important aussi à prendre en compte et à comprendre et savoir quelle stratégie tu dois adopter si tu fais des repas libres. Quand je dis repas libres, c'est des repas qui ne sont pas traqués dans ton plan. Donc dans ton alimentation, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu vas traquer ton alimentation au quotidien avec une application de tracking. En fait, tu vas avoir forcément des imprévus, des restaurants en famille, en amis, en amoureux, peu importe. En fait, avoir ces repas libres, ça demande aussi une stratégie si ton objectif c'est être en déficit calorique, donc en perte de gras ou en recomposition corporelle. Il faut que tu prennes en compte ce que du coup je t'ai dit aussi dans la partie nutrition par rapport aux protéines. Les protéines, ça reste le plus important. Donc en fait, il faut que tu traques au maximum tes protéines pour t'assurer que tu as un bon apport en protéines sur ta journée. Et si tu sais par exemple que tu as un repas libre, par exemple le soir ou
par exemple, ou le midi, peu importe. En fait, ce que tu vas faire, c'est que sur tes autres repas, tu vas essayer de réduire un petit peu les quantités de glucides et de lipides parce que c'est ce qui va te permettre de faire une réserve, une petite réserve calorique, le repas en extérieur qui sera un peu plus riche potentiellement parce que c'est un repas en extérieur que tu vas pas forcément contrôler. Il faut que tu puisses avoir cette petite réserve calorique en baissant justement un petit peu tes glucides et tes lipides, mais en maintenant bien évidemment tes protéines. Et la deuxième chose que tu peux faire quand tu as un repas libre également, c'est tout simplement d'augmenter un petit peu plus ta dépense au quotidien. Ça, c'est dans la mesure du possible. Évidemment, il ne faut pas que tu te mettes la pression par rapport à ça. Mais si par exemple, tu marches un petit peu plus dans ta journée, ça peut tout simplement faire en sorte que du coup, tu aies une dépense énergétique sur la journée qui est un peu plus élevée. Donc, ça peut compenser un petit peu le repas libre. Et également, le fait de marcher, ça va permettre aussi d'avoir une meilleure digestion et un meilleur sommeil. Potentiellement, quand tu as un repas qui est un peu plus riche, un peu plus lourd, on va dire, ça peut impacter ta digestion, ton sommeil. Donc le fait de marcher un petit peu plus aussi au quotidien, ça te permettra d'améliorer ce point-là. Ce qu'il faut surtout que tu retiennes au niveau des repas libres, c'est que tu as le droit d'en faire. C'est hyper important de le comprendre parce que je vois beaucoup de personnes se frustrer et se dire « Oh non, j'ai un repas libre, j'ai un repas prévu ». Et en fait, ces personnes-là, elles stressent énormément à l'idée de faire des repas qui ne sont pas traqués. Mais en fait, il faut comprendre que ça fait partie de la vie et c'est normal d'avoir une vie où tu vas pas pouvoir tout contrôler, tu vas pas pouvoir contrôler tout ce que tu manges et c'est totalement ok et encore heureux, j'ai envie de dire. Donc en fait, là tu as un objectif précis, il faut tout simplement que tu adaptes ton alimentation, il faut que tu adaptes tout simplement ta stratégie à tes objectifs pour que tu puisses atteindre tes objectifs sereinement. Donc si je devais résumer en quelques points la stratégie sur 3 mois pour améliorer ta composition corporelle, il te faut un déficit calorique qui est modéré progressif, il te faut un apport en protéines suffisant et une alimentation bien évidemment qui te correspond, à laquelle tu adhères, donc des aliments que tu aimes au quotidien. Un entraînement orienté progression, donc continuer de progresser à l'entraînement sur les exercices que tu as dans ta prog qui sont ciblés par rapport aux muscles que tu as envie de développer. Une activité quotidienne assez élevée pour créer assez de dépenses énergétiques et donc favoriser ton déficit calorique. Et un suivi bien évidemment intelligent avec plusieurs indicateurs, plusieurs données à traquer pour que tu saches si tu avances dans la bonne direction. Je t'assure que si tu appliques ces principes en 12 semaines, tu peux déjà avoir énormément de résultats. Pas avec des méthodes compliquées, pas avec des régimes extrêmes, pas avec de la frustration ni de la privation, mais juste avec des principes clés à appliquer de manière régulière dans ton quotidien. Et si tu as des questions par rapport à certains points que j'ai abordés dans cette vidéo, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.